Bonsoir à toutes et à tous. Donc bonsoir, je vous propose de démarrer la séance de ce conseil municipal du 1er juillet. Et je voudrais d'abord, en tout premier lieu, vous remercier les uns et l'autre pour votre contribution à la tenue des bureaux de vote hier. Donc on poursuit dimanche prochain pour le second tour et il n'y aura que 2 candidats. Donc la candidate du nouveau Front populaire ne se présentera pas, donc il y aura le candidat du Rassemblement national et le candidat de la majorité présidentielle qui est Franck Riester et M. Fontana, tout à fait, donc au second tour. Pour le conseil municipal de ce soir, on a donc 2 pouvoirs. Pouvoir de Virginie Fleuriel à Patrick Schillinger et pouvoir de Gisèle Henry à moi-même. En secrétaire de séance, donc je vous propose Anne-Marie Stéphane, si tout le monde en est d'accord. Merci. Donc le premier point à l'ordre du jour est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 mai. Est-ce que quelqu'un a une remarque sur ce conseil municipal? Régis? Oui, j'ai remarqué, c'est le cas de le dire, qu'il n'y avait aucune remarque sur le compte-rendu. Il y a eu différentes remarques et interventions de part et d'autre des différentes personnes, mais rien n'a été reporté. Alors, attends, je le reprends. Redis-moi, par exemple, là je l'ai sous les yeux, vas-y, je t'écoute. Il y avait par exemple, dans le désordre, hein, mais il y a eu une remarque sur les associations, une autre sur le collège avec l'attribution des 9 € par collégien, entre autres. Hein. Mais il y a eu d'autres choses aussi, mais rien n'est reporté, rien n'est repris. Disons que si les points sont présentés, par exemple, points 5 et 6, Madame Char commente le tableau. Elle précise que le deuxième versement est conditionné à la poursuite d'activité de l'association sur la saison 2024-2025 et à la transmission des documents attendus par la mairie. Il y a différentes remarques qui sont apportées. Après, si certaines que tu souhaites voir figurer n'y sont pas, il faut simplement nous les indiquer. Donc, tu souhaitais que l'on indique un montant par rapport à la subvention du collège, mais je crois qu'il avait été répondu que ce serait vu en commission, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. Ben, justement, il y avait une remarque aussi sur la répartition et sur, pour les associations, par exemple, pour regarder quel était le montant alloué par chaque adhérent, à chaque engrammanien, selon l'association. Il y avait aussi, on a passé, je crois, 20 minutes sur l'attribution des 9 € aux collégiens. Bon, il n'y a pas de résumé, de synthèse dans ce qui a été dit. En fait, à chaque fois, on avait répondu que ce serait vu en commission, puisque normalement, les points qui sont présentés au conseil municipal ont déjà été vus en commission. Donc c'est vrai que si tu souhaites aborder ces points-là, le mieux, c'est d'être présent ou d'être représenté lors des commissions. Donc à la commission vie locale, on a bien précisé déjà un certain nombre, je ne sais pas si Suzanne est là ce soir, elle s'est absentée un instant. Donc lors de la commission vie locale, pour chacune des associations, on a présenté le nombre d'adhérents, le nombre d'ongrémaniens, et on a dit que ce serait fait systématiquement lors de la commission l'année prochaine, au moment du vote de la subvention. Donc on peut le rajouter effectivement dans le compte-rendu. Et après, en ce qui concerne la remarque sur la subvention du collège, donc elle est à hauteur de 9 € par enfant depuis déjà un certain nombre d'années. Après, le montant, lui, peut effectivement être revu par enfant. C'est un budget qui peut être alloué pour cette finalité-là, comme il pourrait l'être pour autre chose. Après, c'est un choix, c'est un arbitrage. Ce sera vu lors de la commission vie familiale. Donc, à part dire que ce sera vu lors de la commission vie familiale ou lors de la vie locale, il n'y a pas d'avis d'élu sur le sujet qui est vraiment pris en conseil municipal, puisque normalement, c'est en commission que c'est vu. Donc, je ne sais pas comment tu voudrais que ça figure dans le compte-rendu du conseil municipal. Donc, si tu m'indiques une phrase, la phrase que tu souhaites, si on en est tous d'accord, on peut l'ajouter. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais voir figurer, en fait ? Rien de particulier, non, je m'étonnais simplement parce que dans les remarques et dans les discussions et dans les échanges que l'on a eus lors du dernier conseil, il y a eu à peu près la moitié du temps qui a été alloué, la moitié du temps du conseil qui a été alloué à ces différents échanges. Et je n'en vois aucune trace. Bon, c'est tout, c'est d'une façon générale. Donc après, on met pas, c'est
À voir. Non, mais si tu Mais m'indiques ce que tu souhaites. J'ai rien repris en particulier. Non. La demande, c'était que lors de la prochaine vie locale, soit vu le nombre d'adhérents et le nombre d'adhérents congrémaniens par association, mais ça avait déjà été vu lors de la commission vie locale où tu n'étais pas présent et ton groupe n'était pas représenté, je pense. Et en ce qui concerne la subvention à hauteur de 9 € pour les collégiens, je pense que ça a été vu en commission vie familiale. Je ne sais pas si Régis était présent. Et je fais quelqu'un pas de son partie groupe. de cette commission. Oui. Non, mais dans ce cas-là, c'est qu'un représentant, on va dire, de ton groupe te fasse le compte-rendu, ou si le sujet t'intéresse particulièrement, je pense qu'on est assez ouvert. Si tu demandes à y participer, personne n'y verra d'opposition. Mais voilà, après, dire qu'on a débattu du sujet pour dire que ça va être étudié en commission vie familiale, on peut le faire figurer dans le compte-rendu. On rajoutera donc ces 2 points en indiquant que ça a été évoqué par toi et que la réponse qui a été apportée et que les points seront vus l'an prochain dans la commission vie locale au moment de l'attribution des subventions et dans la commission vie familiale au moment de l'attribution de la subvention également. Oui, sur les points. Oui, enfin, ces différents points n'ont pas été évoqués que par moi. Il y a eu différents intervenants. Hein. Donc, ça ne me concerne pas uniquement moi. Hein. Donc, ces 2 remarques seront reprises, cette remarque ou ces 2 sujets seront repris dans le prochain compte-rendu. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas reçu le point avant parce qu'on l'aurait ajouté en fait. Donc, à part cette. Juste, ça a une valeur de procès verbal ou ça a une valeur juste d'un compte-rendu? C'est le compte-rendu du précédent conseil municipal, en fait. Ça n'a pas une valeur de PV. C'est le procès verbal du dernier conseil municipal en tant que tel. Après, pour autant que je m'en souvienne, dans le débat qu'on a eu, il n'y a pas eu de prise de décision. Il y a eu simplement une demande de ta part sur la partie collège et une demande de la part de Régis sur la partie critères avec le nombre de congrémaniens, le nombre d'adhérents pour le calcul du montant de la subvention. C'était une demande de votre part et une demande au pluriel auquel il a été répondu que c'était un sujet qui se voyait en commission. Maintenant, si vous souhaitez que ce soit vu en conseil municipal, on peut voir tous les points en conseil municipal, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on prévoie quelques oreillers et sandwichs. Non, mais c'est vrai que sur cette fois-ci, il y avait eu un peu de débat, on avait eu des échanges tous ensemble, donc je pense en plus ça faisait une collégialité en plus. Et tout le monde était un peu en accord avec ça, donc c'est bien peut-être de le tracer. Voilà. C'est pas évident de faire soit un PV, soit un... Non, on indiquera que vous avez rappelé que vous avez indiqué que vous souhaitiez que ce soit vu en commission et que j'ai bien précisé que oui, ça a été vu en commission, mais que vous n'y étiez pas. Donc, voilà. On y sera à l'avenir. Voilà, je pense que c'est plus une petite phrase comme ça, on va peut-être pas l'écrire telle quelle dans le compte-rendu, mais qu'effectivement, on a bien enregistré votre demande, que ça a été vu en commission et qu'on vous invite la prochaine fois à y participer. Ok. À part cette remarque-là, y en a-t-il d'autres? Donc, avec l'ajout de la phrase que je viens de dire en dernier, est-ce que ça vous convient? Et donc, on considère que c'est ajouté dans le PV, et c'est donc le PV modifié, et qu'on vous renverra après le conseil municipal, que je vous propose de valider. Ça vous va? D'accord. Donc, est-ce que du coup, ce PV, avec l'ajout de ces 2 phrases concernant la subvention aux collégiens et la subvention, le mode de calcul des subventions aux associations convient à tout le monde? Oui, il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est la délibération modificative relative au protocole d'indemnisation de Sodexo. Donc, comme vous le savez, Sodexo était notre prestataire pour la restauration scolaire. Et durant le marché, sont subvenus un certain nombre d'événements imprévisibles, notamment la sortie de la crise sanitaire avec l'inflation qui en est résultée,
et également le conflit russo-ukrainien. Donc, considérant qu'il y avait des charges extra-contractuelles indemnisables d'un point de vue juridique, Sodexo a adressé un courrier à la ville pour demander donc un ajout, en fait, le versement d'une somme complémentaire de 78 389 euros. J'aurais bien noté qu'il y avait un 8 de trop au-dessus. D'autre part, il rappelle que lors des marchés publics, les prix peuvent être révisés, mais que ça n'a pas été le cas durant le marché. Donc en 2022 et 2023, ni Sodexo ni la ville n'ont mis en place la révision contractuelle qui aurait pu exister. Donc les deux événements majeurs, je vous les ai indiqués. Le cadre juridique donc, a été déterminé par l'État en 2022. Alors tout d'abord, le 15 septembre, un avis du Conseil d'État qui indique que les clauses financières des marchés publics peuvent être modifiées pour faire face à des circonstances imprévisibles. Ensuite, le 29 septembre 2022, il est rappelé que la révision de prix a pour objet d'assurer une relation équilibrée entre acheteurs et prestataires. Et enfin, en novembre 2022, il est indiqué donc, dans une circulaire de l'État que le contexte de pénurie ou de fluctuation sans précédent de prix de certains produits alimentaires peut amener des entreprises à supporter des surcoûts anormaux et que donc une renégociation des prix ou des clauses financières peuvent être rendues nécessaires du fait de ces circonstances qui n'étaient pas prévues et qui ne pouvaient pas être prévues. Donc c'est précisément le cas pour le marché avec notre ville, qui n'a pas connu une seule année de fonctionnement sans aléas imprévisibles. Donc Sodexo nous a demandé 79 000 euros. On avait, nous, provisionné déjà au niveau du budget 2024 la somme de 60 000 euros. Et après échange avec eux, on a transigé, je recherche dans tous les papiers, sur la somme de 32 264 euros hors taxe ou 34 038 euros 52 TTC. Ce qui correspond à 42% de la somme initialement demandée. Donc pour pouvoir le passer au niveau du budget, il nous faut donc une décision modificative, à savoir donc retirer les 60 000 qui avaient été provisionnés et ajouter les 34 000 que je viens de citer. 34 039 exactement. Donc sur cette décision modificative et les raisons qui la justifient, y a-t-il des remarques? Le marché initial, Alors annuellement, à la louche. Hein. À la louche, le marché, c'est à peu près 400 000 euros par an. D'accord. Donc si tu mets 18 mois ou 600 000 euros, donc ça fait un petit 5%. Autre remarque? Non, le point est donc adopté à l'unanimité. Et donc le point suivant, donc c'est le protocole d'indemnisation, donc puisqu'il va falloir signer un accord entre la ville de Magny-le-Hongre et donc la société SFRS, donc qui représente Sodexo, qui explique donc les motivations, à savoir les tensions durables sur les prix alimentaires, la hausse des coûts salariaux, la flambée des prix de l'énergie, et donc que la ville et le titulaire sont arrivés à un accord à hauteur de 32 264 euros hors taxe ou 34 038,52 TTC, soit 42,5% de la réclamation initialement formulée par le titulaire. Et que suite à la signature de cette convention, les deux parties renoncent à toute demande ultérieure concernant l'imprévision pour la dite période. Donc sur la signature de ce protocole d'indemnisation, y a-t-il des remarques? Non. Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne une prestation d'action sociale en faveur des agents territoriaux, donc une allocation pour enfants handicapés. Est-ce que c'est toi qui le présentes, Bernard? Avec le micro, s'il te plaît. Avec le micro, merci. Oui, donc dans ce cas, il est proposé d'instaurer une nouvelle prestation d'action sociale au bénéfice des agents de la collectivité.
C'est intitulé l'allocation aux parents d'enfants handicapés, APEH. Cette allocation est une prestation sociale destinée à aider les parents d'enfants handicapés séjournant dans des établissements spécialisés qui assurent une éducation adaptée, un accompagnement social ou médico-social ou une aide au travail. Le taux d'incapacité de l'enfant doit au moins être égal à 50%. Il est donc proposé de mettre en place cette allocation selon les conditions suivantes. L'allocation sera versée à la demande de l'agent pour un enfant en situation de handicap de moins de 20 ans, bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH. Le montant mensuel est de 183 € au 1er janvier 2004 et sans condition de ressources. Il fait l'objet d'une revalorisation régulière par voie de circulaire. Aussi, le versement suivra les montants en vigueur en fonction de leur actualisation. Cette prestation est versée aux agents à temps complet, non complet ou partiel, sans aucune réduction du montant de l'allocation. Les agents en congé de maladie ou accident de travail conservent leurs droits. L'allocation est versée mensuellement jusqu'à l'expiration du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans. Pour les enfants placés en internat, le versement concerne uniquement les périodes de retour au foyer. Alors, les bénéficiaires sont les agents stagiaires et titulaires de la fonction publique territoriale, ainsi que les agents contractuels s'ils justifient d'une présence continue au sein des services municipaux d'au moins 6 mois. À voir si on fait plus de 6 mois de contrat ou 1 an. Les agents en détachement auprès de la collectivité, les collaborateurs de cabinet. Sont exclus du bénéfice de cette prestation les apprentis, les contrats aidés, les stagiaires écoles, les contrats horaires et contrats de droit privé. À ce jour, nous avons connaissance de 2 agents communaux concernés et un agent qui va être prochainement, qui va nous rejoindre bientôt. Si nous mettons en place donc pour le 1er septembre 2024, puisque j'indiquais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'effet rétroactif, ça coûterait donc 183 € fois 3 personnes, soit 549, plus bien sûr à projeter sur le restant de l'exercice budgétaire. Et donc ça représenterait pour nos finances 2196 € qui n'étaient pas prévus au budget et qui sont ajoutés bien sûr à la masse salariale. Vous trouverez plus loin les dispositions dans leur détail que je vous invite à prendre connaissance. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, au-delà de la somme d'un peu plus de 2 000 € pour 4 mois ou 6 000 € ramenés à l'année, c'est aussi une volonté de notre part d'accompagner ces familles pour qui la présence, ou on va dire le fait d'avoir un enfant à charge qui a un handicap lourd est source de difficultés dans la progression de carrière et de coûts au quotidien, puisque une grande partie des coûts des soins dont nécessitent ces enfants ne sont pas remboursés, comme vous le savez. Donc sur ce point, est-ce que, Alain, tu souhaites compléter? Non, j'ai juste une question à poser. Je veux savoir pourquoi on s'arrête à 20 ans en sachant que les jeunes en situation de handicap restent beaucoup plus longtemps pour des raisons évidentes chez les parents et que malgré l'âge qui avance, c'est toujours aussi lourd. Donc, pourquoi 20 ans et pas 25 par exemple ou à partir de 25 qui commencent à avoir quelques structures où ils arrivent un peu à se débrouiller, mais pas beaucoup d'ailleurs. Ils ont aussi des aides de l'État, mais voilà, c'est juste une question. C'est une question. Alors après, il fallait déterminer effectivement un âge. C'est vrai qu'à la majorité, il y a l'allocation, l'AESH, l'allocation adulte handicapé. Voilà, il y a quelques accompagnements. Après, on pourrait imaginer que ça aille un petit peu plus loin. Mais bon, on pensait que déjà à 20 ans, on allait au-delà de la majorité. Après, il y a un moment, il faut indiquer un âge. Maintenant, si tout le monde ici souhaitait que ce soit plus, on pourrait mettre plus. On aurait pu mettre la majorité à 18 ans. Oui, tout à fait. L'allocation adulte handicapé. Après, il y a peut-être moins cette souvent un étape. Oui, mais aussi l'adulte handicapé, souvent, c'est déjà aussi se garder, si je peux me permettre.
Alors qu'un enfant, même on va dire jeune adolescent, il faut parfois que le parent organise ou prenne du temps pour s'en occuper. Et c'est ça que je voulais un petit peu sous-entendre quand je disais que la progression de carrière est plus compliquée, parce que forcément, il y a plus d'absence. Si on est titulaire de la fonction publique, ça veut dire qu'on ne touche pas à la partie IFSE, etc. Alors que quand la personne est adulte, on va dire, il y a peut-être quand même un petit peu plus d'autonomie, même si toute situation est particulière. Après, ça pourrait être étendu, hein, il n'y a pas de... Ça vient de la pérédance, en plus. C'est plus tout à fait comme ouais, mais il y a toujours un écart entre la sortie de l'enfance, c'est vraiment quand il commence à pouvoir avoir des aides plus solides. Et là, c'est pas 18, c'est 20 ans. Déjà, il y avait 20. Après, ce qu'on peut faire, c'est parce que... Ce que l'on indique ici, c'est qu'on a connaissance donc, de 2 agents concernés. À partir du moment où on va dire, la délibération sera votée, sera communiquée, on pourra avoir connaissance peut-être d'autres familles et donc demander quel est l'âge des enfants concernés. Et en fonction de l'âge, on peut... Puisque là, quelque part, on ouvre une porte finalement. Parce qu'on aurait pu le faire auparavant, on ne l'a pas fait. On le met en place aujourd'hui parce qu'on a été sollicité par un agent qui va rejoindre la collectivité et qui avait cette indemnité dans la ville où il était précédemment. Si après un agent nous dit mais moi j'ai un enfant handicapé, il a 17 ans, ok, vous allez nous accompagner jusqu'à 20 ans, mais ça peut me poser un souci après, à ce moment-là, on pourra étendre la date. Il n'y a pas de version définitive en tant que telle. Hein. S'il y a un besoin de la part de la famille, on pourra l'accompagner. Je pense que c'est vraiment l'esprit de la démarche. Essaye de mettre le micro parce qu'en fait sinon ça ne s'enregistre pas pour le compte-rendu et vous allez me reprocher que le débat ne figure pas dans le compte-rendu. Si ça se trouve, c'est peut-être ça la raison la dernière fois d'ailleurs. Non mais c'est très probable parce qu'effectivement après, en fait là on est enregistré et si on ne parle pas dans le micro, c'est pas entendu. Peut-être, donc on va essayer de faire l'effort de parler dans le micro. Peut-être aussi après, déjà d'avoir fixé une limite, je pense que ça peut être une bonne chose en première phase. Surtout après aussi, pourquoi un agent aussi qui aurait peut-être ses parents à domicile avec une perte d'autonomie très importante et un handicap, ne pourrait pas aussi être concerné. Donc on peut aller loin aussi après dans cette avancée. Tout à fait, on peut avoir une commission à laquelle nous participerions tous sur le sujet. C'est adossé au texte existant. On n'a pas fait c'est ni plus ni moins. Voilà, je te référerai pas. Non, Bernard précisait que c'était adossé donc, au texte ni plus ni existant. moins. Il y a des organismes qui peuvent le faire à notre place, par exemple le CNAS, mais qui ne le pratiquent pas. Du coup, on substitue, la collectivité se substitue au CNAS qui aurait pu le faire. Voilà. Non, puis après, il y a beaucoup de structures qui existent, comme des SAMSA, des SAVS, des choses comme ça. Donc il y a tout un relais après qui est fait. Donc je pense que l'âge à 20 ans, c'est déjà une bonne chose pour une première phase. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je pense que le point est adopté à l'unanimité. Écoutez, merci en tout cas, et donc ce sera effectif à partir, je ne sais pas si c'est au moment de la délibération du 1er septembre. Oui, j'ai mis 1er septembre, donc je pense que ce sera 1er septembre, le temps que ça se mette en place au niveau des fiches de paie, considérant les mois, donc à partir du 1er septembre. Il n'y avait pas un effet rétroactif Non, parce que toutes les fiches de paie, tout ça, toutes les déclarations d'impôts sont faites à partir du 1er septembre. On a ensuite, Bernard, la création de poste pour une auxiliaire de puériculture de classe normale. Voilà. Le contrat d'un agent n'a pas été renouvelé sur la crèche des Timoniers. Nous avons passé une annonce et après différents entretiens, la personne retenue est un agent de la fonction publique territoriale. Et puisqu'il s'agit d'une mutation, il est nécessaire de créer un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale. Et donc, le préfectif sera complet à la rentrée. Tout à fait, donc je pense qu'il n'y a pas de sujet adopté à l'unanimité, merci. La modification du règlement intérieur de la crèche. Pascal, tu nous en parles ? Alors en effet, avant il n'y avait qu'une seule journée pédagogique, donc à compter de cette année, il y aurait 2 journées pédagogiques dont les dates seront communiquées au minimum 1 mois à l'avance aux familles. Il y a également sur les modalités de préinscription le dossier qui doit être complet, que tout dossier incomplet ne sera pas présenté en commission.
Il y a la commission d'attribution des places en crèche qui se réunit avec, donc il est noté l'approbation de la commission d'attribution des places qui réunit le maire, les élus chargés de l'enfance, la responsable et l'adjointe de la structure, l'assistante administrative de la structure, le coordinateur du pôle petite enfance, jeunesse et éducation. Après, il y a plusieurs notifications de décision, donc vous avez eu tout le règlement où tout était noté, je ne vais peut-être pas tout vous lire. Il y a le dossier médical où on demande maintenant une prescription de paracétamol valide qui sera renouvelée une fois par an, alors que là c'était trimestriel. Il y a l'accueil occasionnel qui est proposé sur 2 sections, les moyens et les grands. Et un point important également qui a été modifié, c'est toute modification de contrat qui nécessite la signature des 2 parents exerçant l'autorité parentale. Chose qui n'était pas... on demandait une seule signature et les 2 signatures sont maintenant demandées. Après, il y a des points sur la sécurité, sur la liste des maladies qui nécessitent une éviction de la structure. Donc, il y a des maladies supplémentaires qui ont été rajoutées, ainsi que pour les convalescences. Voilà, je pense que tout est détaillé dans le règlement. Ce sont des modifications, on va dire, liées à la pratique des derniers mois et aux cas qu'on a pu rencontrer pour bien préciser les droits et les devoirs de chacun. Donc, sur ce nouveau règlement, y a-t-il des remarques? Donc, le règlement modifié est adopté à l'unanimité. On va maintenant céder la parole à Patrick Guérin pour un avenant à la Convention pour la mise à disposition du service instructeur droit des sols. Bien, bonsoir à tous et à toutes. La commune fait appel depuis plusieurs années au service de Val d'Europe Agglomération pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. VEA demande ensuite une participation au regard du nombre de dossiers traités et des moyens humains engagés sur chaque commune. Des communes, néanmoins, ont mis en avant le manque de précision sur le calcul de la participation. Exemple, un permis de construire pour l'agrandissement d'un pavillon était équivalent à un permis de construire pour un ensemble de 50 logements. Donc un avenant est proposé avec différents prix pour le traitement en fonction des dossiers. Donc ce sont des prix par dossier maintenant qui est proposé. Donc je vous fais petit rappel sur les prix proposés. Pour une DP, déclaration préalable, 96 €. Permis de construire et permis d'aménager, 180 €. Permis de construire et permis d'aménager jusqu'à 200 m², 264. Jusqu'à 500 m², 360 €. 1000 m², 480 €. 3500 m², 600 €. Permis de démolir, 72 €. Certificat d'urbanisme, 120 €. Alors, donc ça, VEA propose un avenant, dont je vais vous lire les grandes lignes très rapidement. Donc, après avoir effectué un bilan de mise en œuvre, il apparaît que la formule de refacturation est assez complexe, c'est ce qui se faisait avant, à mettre en œuvre, et ne reflète qu'imparfaitement les prestations réalisées pour le compte des communes. Dans ce contexte, il est proposé de modifier la formule de refacturation sur la base d'un forfait à l'acte, et je viens de vous lire les forfaits. Donc ces modifications de l'article 3.2 de fonctionnement, le coût du service sera facturé annuellement à la commune par titre de recette par application des coûts unitaires que je viens de vous annoncer. Donc un avenant est proposé avec les différents prix et il est précisé que la commune de Magny-le-Hong envisage de traiter directement les certificats d'urbanisme, ce qui diminuerait le coût également, permettrait de faire quelques économies, dès que notre deuxième agent au service sera formé, c'est-à-dire dans pas longtemps. Donc il est demandé aux élus d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant de VEA, cette proposition d'avenant. Oui, parce que précédemment, en fait, on avait un coût global pour le service urbanisme à l'agglo qui était ensuite réparti entre les différentes villes qui faisaient appel au service. Et on pouvait s'apercevoir que certaines années, quand d'autres villes avaient un ralentissement dans leur immobilier ou que le marché lui-même était ralenti, d'un seul coup, on voyait les montants qui explosaient. Donc là, au moins, on aura vraiment une facturation au prorata de ce que l'on utilise et des montants appropriés, puisqu'un PC, effectivement, pour un petit collectif de 80 logements n'est pas du tout le même qu'un permis de construire pour une extension de maison, par exemple. Donc ça
nous semblait, on s'est réunis tous les maires à plusieurs reprises et ça nous a semblé plus juste de partir sur cette base. Donc là, il vous est proposé de m'autoriser à signer l'avenant, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, adopté à l'unanimité, merci. Le point suivant, donc, c'est l'avis de la ville sur le dossier de concertation de l'avenue Robert Schuman. Donc, cette concertation est en place jusqu'au 15 juillet 2024. Il vous est proposé donc d'émettre l'avis suivant, donc je vais le lire dans sa totalité, hein, ce sera un petit peu long. La ville de Magny-le-Hongre émet un avis défavorable sur la transformation en carrefour à feu du giratoire G. Le giratoire G, tout comme le G2, qui restera lui en giratoire, est utilisé par plusieurs lignes de bus, dont la ligne 2234, qui est la ligne structurante des villes de Bailly-Romainvilliers, Céris et Magny-le-Hongre, avec un passage toutes les 7 minutes aux heures de pointe et toutes les 10 minutes l'essentiel de la journée. Cette ligne rejoint 2 gares du RER A de 5h du matin à 3h du matin, du lundi au dimanche, avec souvent des bus doubles articulés. Il ne nous semble donc pas opportun que soient ajoutés sur son itinéraire des feux qui ralentiraient les transports en commun et les véhicules légers, si cela n'est pas une nécessité. Après échange avec le cabinet qui a mené l'étude, il s'avère que la transformation en carrefour à feu d'un giratoire permet de fluidifier la circulation lorsque le nombre de véhicules dépasse les 4000 par heure, alors qu'il est actuellement au maximum de 2200 lors de l'heure de pointe quelques jours dans la semaine au niveau du giratoire G. Au même moment, 1200 personnes prennent à l'heure de pointe la ligne 2234 pour se rendre à la gare RER de Chécy, auxquels s'ajoutent les passagers de la même ligne dans l'autre sens et ceux des autres lignes de bus 2235, 19, 2260, 2261, pour n'en citer que quelques-unes, ainsi que les automobilistes pour qui la fluidité aux heures de pointe est essentielle. Le triplement de la circulation n'étant pas prévu à moyen terme, tout comme n'est pas validé le calendrier définitif de la mise en place du TCSP-EV, la ville de Magny-le-Hongre émet un avis défavorable sur la transformation du giratoire G en carrefour à feu pour l'année 2025, soit dès le temps 1. Elle demande que cette transformation soit étudiée de façon concomitante avec la transformation du giratoire G2, situé également sur la commune de Magny-le-Hongre. Cet avis a été émis auprès de l'EPA en 2023. Madame le maire de Magny-le-Hongre avait alors été exceptionnellement invitée à participer à la réunion de bureau de l'EPA qui s'était déroulée le jeudi 16 novembre 2023. Il lui avait alors été répondu que les analyses permettant d'arriver à l'expression du besoin de transformation lui seraient présentées. Lors du CA du jeudi 30 novembre 2023, qui avait à son ordre du jour le point relatif à la concertation préalable au doublement de l'avenue Schuman, les réserves de la ville sont reprises dans le compte-rendu et il est de nouveau indiqué par M. Girometti, président de l'EPA, qu'une présentation des études de trafic à la ville doit avoir lieu. Le rendez-vous avec le coordinateur des opérations d'infrastructure EPA France a ensuite été organisé le 31 janvier 2024, sans apporter d'éléments probants justifiant de la nécessité de la transformation. Le compte-rendu de l'échange indiquait, je cite, l'AVP du doublement est en cours de finalisation. Il sera partagé pour avis avec les différents partenaires, dont la ville de Magny-le-Hongre, courant février 2024. Il est bien noté en séance les interrogations de la ville sur la transformation du carrefour G d'un giratoire vers un carrefour à feu dès le temps 1. La ville indique préférer attendre et conserver le giratoire jusqu'à l'arrivée du TCSP-EV. Cet avis sera confirmé après partage de l'ensemble des pièces de l'AVP et les pièces complémentaires indiquées ci-dessus. Fin des guillemets. Il a alors été convenu d'organiser une seconde rencontre avec le cabinet qui a mené les études. Cet échange a eu lieu récemment, donc le 5 juin 2024. Lors de cette réunion, le cabinet a expliqué que la transformation en giratoire permettrait de fluidifier la circulation lorsque le nombre de véhicules dépasserait les 4000, confirmant ainsi l'absence de nécessité de transformation dans la première phase des travaux. Le conseil municipal de Magny-le-Hongre souhaite donc délibérer aujourd'hui contre cette transformation, demandant que le giratoire G reste un giratoire, au moins durant la phase 1 des travaux. Voilà, donc pour l'ajout de cet avis dans le cadre du dossier de concertation de l'avenue Robert Schuman, y a-t-il des remarques? Alexandre. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, j'ai une remarque concernant la fin de la phrase, premier paragraphe, si cela n'est pas une nécessité. Je pense que ça, on devrait l'enlever à partir du moment où on s'oppose à cette transformation dès maintenant et on dit on verra plus tard. Là, c'est pas une nécessité, donc on enlève. Parce qu'ils peuvent effectivement
Arguer-du-Fait-Mussy, c'est une nécessité, comme on l'a vu lors de leur présentation. Donc, Pour redire si cela n'est pas une nécessité. ouais, je pense et que pour rester ferme sur notre position Ok, donc, actuelle, puisqu'effectivement on décide de reconsidérer la transformation du carrefour en carrefour, enfin du giratoire en carrefour à feu plus tard, lorsqu'effectivement soit il y aura une augmentation du trafic, soit le TCSPF sera donc mise en œuvre. Alors, notre opérationnel mise en œuvre, on va dire. Ça, c'est un premier point. Et tout à la fin du paragraphe, enfin, à la fin du texte, dernier paragraphe, lorsque le nombre de véhicules dépassait les 4 millions, dépasserait. Parce qu'effectivement, tu l'as dit oralement, mais écrit, c'est dépassé. Voilà, par ces deux points-là, j'ai rien noté d'autre. Alors, Il y a juste une petite coquille. Girometti n'est pas président de l'EPA, mais il est directeur général de l'EPA. mais c'était pas indiqué dans le texte, ça c'est moi qui l'ai rajouté. C'était plus pour vous indiquer qui était M. Girometti en fait. C'était pas indiqué, donc du coup, mais effectivement, j'ai eu un doute en le disant, mais voilà. Donc directeur général de l'EPA, effectivement. Et donc fonctionnaire. D'autres remarques? Non, donc avis adopté à l'unanimité. Et j'en profite pour vous dire que lors du CA de l'EPA qui s'est tenu la semaine dernière, donc il nous a été indiqué que le doublement du circulaire Est, donc le circulaire qui passe côté Manille, est prévu sur 2031-2032 pour vous donner une idée de calendrier. D'accord ? Voilà. Le partenariat pour les magnitudes, est-ce que c'est Laurent qui veut le présenter ? Tu prends celui de Bernard, s'il te plaît. Je vais garder le mien. Oui, merci. Pas au compte rendu, donc ce serait dommage. Bonsoir à tous. Bon, les magnitudes dans sa 7e édition se sont déroulées le week-end dernier et nous pouvons faire ces manifestations qui plaisent à toute la population grâce à des partenaires financiers et des partenaires tout court. Là, je vais vous énumérer les différents dons qui ont été perçus par la commune. Donc, nous avons Atoll à hauteur de 500 €, l'hôtel BNB à hauteur de 500 €, Deloitte à hauteur de 5 500 €, de Mathieu Bar à hauteur de 2 000 €, e-Connex à hauteur de 500 €, Office Santé a participé aussi à hauteur de 500 €, la SOR pour 500 €, Transdev pour 360 €, la microbrasserie à hauteur de 500 €. Nous avons aussi des prêts et des dons en nature. Par exemple, les hôteliers avec le campanile qui nous a fourni 4 chambres doubles, plus les petits déjeuners pour accueillir les artistes. La microbrasserie qui nous a fourni une tireuse à bière pour les artistes dans la salle Boudaillé. Le Radisson qui nous a donné des chambres Twins plus les petits déjeuners. Copycat Store, une impression de 10 000 flyers des magnitudes. PMP Diffusion, les magnifiques t-shirts que tout le monde portait orange avec les casquettes orange pour le staff et les artistes. Et Truffaut pour le prêt de plantes magnifiques pour la PM et pour tout le festival. Donc voilà, c'est VEA pour sa part nous a donné 5 000 € pour après étude du bilan du festival, et le département à première vue donne 900 €, c'est ça Véronique ? Tout à fait. Donc pour le département, c'est passé en commission permanente le 21 juin, donc on n'a pas encore la notification. Et pour Val d'Europe agglomération, ça va être revu avec les élus, mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Certains élus de Val d'Europe agglomération ayant été présents les 2 jours, puisque ça a quand même été une très très belle fête. Donc le vendredi qui a rempli toute la place et les alentours. Bon, le samedi, la météo était un peu plus capricieuse, mais on a réussi à tenir jusqu'à minuit, avec le regret de ne pas avoir pu permettre au dernier groupe de jouer puisqu'il y avait trop d'eau sur scène et ça devenait extrêmement dangereux pour les artistes. Donc pour des mesures de sécurité, le dernier concert de Live One n'a pas eu lieu. La décision a été prise après avis du régisseur et de toute façon le groupe y a adhéré. Donc on va regarder si on peut le reprogrammer à un autre moment. On en avait
on en a déjà parlé avec le groupe et on n'avait pas encore sélectionné de groupe pour le concert de Noël. Et en contrepartie, ils vont nous faire un concert de Noël un petit peu particulier avec une petite heure de chant de Noël pour tous les enfants, pour tous. Et après, on va dévier un petit peu et on va faire une soirée de Noël pour tous. Donc voilà, la date est réservée au 14 décembre. Et petite parenthèse, un grand merci à tous pour votre aide et pour le soutien pour ces magnitudes, parce que tout seul on ne peut rien faire, c'est vraiment un travail d'équipe et donc un grand merci à tous. Donc le partenariat, alors il n'y a pas de mention derrière, donc je suppose que c'est pour m'autoriser au nom de la ville à recevoir toutes ces aides. Et acter ces partenariats. Voilà, il n'y a pas d'autres remarques, je pense que sur le sujet, de toute façon c'est un constat. Alors, on passe ensuite aux modifications des règlements intérieurs périscolaires et extrascolaires. Donc, je cède la parole à Marina. Bonsoir. On apporte une seule mention supplémentaire sur le règlement intérieur du périscolaire qui entrera en vigueur au 1er septembre prochain. Elle concerne la facturation et les cas de maladie. Et c'est une phrase qui dit « Toute journée unique de maladie est à la charge des familles ». Voilà, c'est une précision qui est apportée complémentaire à l'ensemble du règlement intérieur et qui entrera en vigueur donc au 1er septembre. Est-ce qu'il y a des remarques ? Le point est donc adopté à l'unanimité et je vais maintenant céder la parole à Simonetta pour le point 11 qui concerne le nouveau règlement des séjours. Merci Véronique, bonsoir. Donc le règlement des séjours jeunesse a été retouché ou amélioré sur certains points. Notamment, donc, parmi les axes importants, il a été spécifié que les séjours ont un caractère de service public facultatif, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tenus à fournir ce service aux familles, mais moi on le fait. Donc, l'autre changement spécifie la participation au séjour requiert le dépôt d'un dossier de façon dématérialisée sur le kiosque famille et accessible par les biais du site internet de la commune et de l'application Imagina. Donc sans dossier, on ne peut pas avancer. Surtout les impayés de toute nature et de tous services publics communaux qui précèdent la demande rendent irrécevables les dossiers. Donc on prend en compte la situation, les panoramas des impayés de la famille avant de pouvoir accepter, prendre en compte un dossier. Ensuite, donc effectivement que les services se réservent le droit de ne pas prendre en compte les demandes d'inscription en cas d'impayé, les familles doivent être à jour en matière de paiement. Ensuite, en amont du séjour et après avoir reçu la confirmation de participation, la famille devra régler par chèque ou par carte bancaire un montant correspondant à 50% du coût du séjour. Et encore une fois, on spécifie que tout défaut des paiements obligera automatiquement à reconsidérer l'accueil de l'enfant au prochain séjour. Et les paiements et en temps et à l'heure conditionnent en effet son accueil dans le futur. Je dirais même plus les autres enfants, parce que si un paiement n'est pas honoré, c'est quand même tous les foyers familiales qui est concerné. Ensuite, on a spécifié les détails au niveau des remboursements, qui étaient déjà précisés. On a rajouté quelques petites virgules qui manquaient. Notamment le remboursement sur demande individuelle sera étudié pour les raisons suivantes: accident corporel avec certificat médical, maladie, arrêt maladie au test de laboratoire et événements familiaux graves. Tout autre motif d'absence ne saura être évoqué pour un remboursement de séjour. Je me suis levée tard, tant pis. Tout séjour entamé étant dû, même si l'éviction a lieu pour des raisons médicales ou disciplinaires. Voilà, et ensuite, donc, on a souligné le besoin
des enfants et des représentants légaux à s'engager à respecter et à faire respecter les dispositions relatives au respect d'autrui, des matériels et des horaires. Et voilà, et encore le rappel sur le fait que les séjours concernés ont un caractère de service public facultatif et donc peuvent faire objet d'évolution ou d'adaptation liées à la prise en compte des nouvelles réglementations ou des contraintes affectant l'environnement de ces services. Et c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Merci Simonetta. C'est vrai qu'au niveau de la ville, donc on a un règlement pour les centres de loisirs, pour les ALSH. On avait un règlement pour les activités des 11-17 ans, mais littéralement, on n'avait pas de règlement pour les séjours, en fait, quand les enfants partaient. Et c'est pour ça donc, que ce règlement a été mis en place pour bien rappeler les obligations qu'a citées Simonetta avant d'accepter le départ d'un enfant pour plusieurs jours. Donc cette année, au mois de juillet, on a 2 séjours. On a un séjour pour les adolescents et un séjour pour les CM1, CM2 par exemple. Donc ces règles-là, de toute façon, ont déjà été mises en place, mais ça nous semblait important d'avoir un règlement qui le précise et qui ne soit dédié qu'au séjour. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, le point est adopté le règlement est adopté à l'unanimité. Je vais recéder la parole à Marina, donc pour les nouveaux tarifs extra et périscolaires mis à jour au regard de l'inflation pour les derniers mois. Alors, l'année dernière, on a augmenté la tarification périscolaire par rapport à l'évolution du coût de la vie et notamment par rapport à l'augmentation de la restauration scolaire. Cette année, on a décidé d'appliquer une augmentation qui correspond strictement à l'inflation, de façon à permettre aux tarifs de suivre l'augmentation des coûts que subit la municipalité. Donc si cette inflation freine, eh bien, les tarifs freineront aussi à l'avenir, et de ne pas avoir d'augmentation conséquente comme on a dû le faire l'année dernière, puisque pendant 4 années, les tarifs avaient été gelés en raison notamment du Covid. Donc cette année, tous les tarifs périscolaires, extrascolaires sont donc augmentés pour septembre d'un pourcentage de 2,3% qui correspond à l'augmentation d'indice des prix à la consommation entre mars 2023 et mars 2024. Mars 2023 étant le point d'arrêt pour l'augmentation de l'année dernière. Voilà. En complément de cette augmentation générale, il y a 2 points à noter, à savoir un premier point concernant les tarifs à la journée et à la demi-journée pour les mercredis et les vacances, suite à la mise en place des quotients familiaux CAF à partir du 1er janvier 2024. Nous avions encore des tarifs qui prenaient en compte des nombres d'enfants. Donc ces tarifs demi-journée et journée, mercredi, vacances. Or, les quotients familiaux CAF tiennent déjà compte du nombre d'enfants de la famille. On prenait donc cette clé d'entrée 2 fois en compte et ça n'avait donc pas de sens de garder ces tarifs différenciés. On propose donc de conserver pour l'ensemble des familles le tarif qui était anciennement le tarif pour 2 enfants et qui s'appliquera quel que soit le nombre d'enfants de la famille, en fonction du quotient bien entendu. D'accord ? Étant donné que ce sont surtout les familles avec un enfant qui fréquentent les mercredis et les vacances, cette décision est plutôt favorable aux familles de manière générale. Ensuite, ça n'est pas proposé dans ce conseil municipal, mais ça le sera au prochain, je suppose, d'étendre la tarification à 1 euro aux familles de quotient familial 2. Donc pour l'instant, même avec cette augmentation de 2,3% sur l'ensemble des tarifs, les familles de quotient familial 1 continueront de payer 1 euro le repas pour leurs enfants.
Donc il sera proposé dans un prochain conseil municipal d'étendre cela aux familles en quotient familial 2. Voilà. Mais on ne vote pas ce point-là ce soir, puisque je crois que l'adaptation de la convention avec l'État n'était pas prête pour ce soir. Parce que c'est pas qu'une histoire interne, il faut revoir l'intégralité de la convention qu'on a avec l'État. Voter le principe si vous le souhaitez, avec une mise en place le premier du mois suivant de la mise à jour de la convention, parce que ça nous évitera... Déjà, on va y aller sur... Je vous propose de mettre le point supplémentaire à l'ordre du jour si ça vous convient. Donc pour le point 12, donc déjà les nouveaux tarifs extra et périscolaires tels que présentés par Marina avec 2,3% d'augmentation, est-ce que cela vous convient? Donc adopté à l'unanimité. Par ailleurs, donc on propose effectivement une tarification à 1 € pour les familles, donc de la cantine, 1 € la cantine au lieu de 3,58 € pour les familles qui sont dans la tranche quotient familial Q2, ce qui représente à peu près 80 familles. Il faut savoir que chacune des tranches Q1, Q5, c'est à peu près 80 familles, et Q6, c'est à peu près 400 enfants, en fait, 80 enfants par tranche de Q1, Q5, et 400 enfants dans la tranche Q6. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on passe les enfants donc, dont les parents sont dans la tranche Q2 pour une cantine à 1 €, sachant qu'en adhérant au dispositif de l'État, on a également une aide de celui-ci à hauteur de 3 € par repas consommé. Donc en fait, au niveau de la ville, pour l'instant, c'est plutôt un impact positif qu'autre chose. Alors, on avait mis en place uniquement pour les Q1 parce qu'on se demandait si le dispositif allait perdurer. C'est vrai que quand on avait signé la première convention, c'était pour une durée de 3 ans de mémoire. Elle a été renouvelée depuis. Donc on peut se dire que ça va s'inscrire un petit peu dans la durée. Et puis on peut espérer qu'avec dans l'air du temps, on va dire que ça réponde à une vraie demande de la part des habitants. Donc moi, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de l'étendre à Q2, avec une mise en place, si on le peut, en septembre. Sinon, dès qu'on peut, une fois que les textes auront été adaptés. Très bien, merci pour cet ajout de points. Le sujet suivant concerne les nouveaux tarifs pour les activités 11-17 ans. Simonetta. Merci Véronique. Dans la suite des règlements, on a aussi revu la tarification des activités jeunesse qui avait été augmentée l'année dernière pour la même raison évoquée par Marina pour les autres activités, à savoir qu'il y avait eu un gel depuis 4 ans lié à toutes les raisons que nous avons connues, à tous les événements que nous avons connus. Donc l'année dernière, on avait refait les tableaux et on s'était rendu compte qu'il y avait une fréquentation qui était moins importante de la part des familles, qui apparemment pouvait être éventuellement attribuée à la tarification. Ainsi, on a décidé d'avoir les tarifs et désormais, donc, on est parti sur le système suivant. Donc, toujours avec des quotients de Q1 à Q6. Pour votre information, donc, la dernière tarification, vous voyez 4 € sur Q1. Désormais, on est à 2 € sur Q1 sur la tarif journée. Et donc, toutes les tarifs sont à moitié. C'est Q2 c'est à 4 €, Q3 à 6 €, Q4 à 8 €, Q5 à 10 €, Q6 à 12 €. À savoir que les tarifs extérieurs sont éventuellement calculés sur les 100% du coût de l'activité. Cela pour une tarif journée. En cas de tarif demi-journée, exemple de 13 h à 17 h, les tarifs seront tout simplement divisés par 2. Donc 1 €, 2 € plutôt que 2 € à 4 €. En revanche, en cas de sortie, donc, il va y avoir... Ah, par contre, s'il y a des sorties qui sont des sorties extérieures, exemple, on va au parc Azalix par exemple, donc on appliquera les quotients familiales variables sur la journée et sur la demi-journée. Et également, donc, il va y avoir quand même un coût de repas si le repas est organisé, qui sera toujours fixe à 6 €, sauf révision.
Exemple, un barbette organisé entre jeunes va être le tarif fixe de 6 euros en plus de l'éventuel tarif sur l'activité. Donc, en revanche, tous les tarifs séjour, donc ils vont avoir un quotient familial variable, va être appliqué sur le quotient familial variable, à savoir, le Q1, ce sera 30% du coût du coût réel du séjour, Q2 sera 40% du coût réel du séjour, Q3 50% du coût réel du séjour, Q4 à 60%, Q5 à 70%, Q6 à 80%, avec les extérieurs à 100% du coût réel du séjour. Y a-t-il des questions? Moi, je me faisais une petite remarque. Sur la première partie, donc pour les tarifs fixes, donc on a bien noté le tarif à la journée qui va de 2 euros à 12 euros, et le tarif à la mini-journée qui va de 1 euro à 6 euros. Par contre, je me disais que pour les extérieurs, ce serait peut-être plus simple d'avoir un tarif fixe. Parce que sinon, ça va être compliqué. En fait, si on prend par exemple l'intervention d'un extérieur pour faire, je sais pas, du paintball, ça veut dire qu'il va falloir diviser le montant global par le nombre d'enfants participants, mais on ne connaîtra pas le nombre d'enfants participants dès le début de la prestation, donc on aura du mal à déterminer. Donc il faut peut-être avoir un prorata que l'extérieur soit au-dessus de Q6. Donc on peut peut-être regarder dans l'autre point quel était le prorata, et l'extérieur, on le met un petit peu au-dessus. Mais si j'ai peur que ce soit compliqué en fait de déterminer le pourcentage du coût réel de l'activité à la journée ou à la demi-journée. Enfin, je sais pas ce que. On va mettre à 15 euros par exemple. C'est un prix. Ça dépend de l'activité. Arrondi. Mais en général, c'est des activités qu'on essaye de. Je ne sais pas si c'est du paintball ou de sorties. C'est des activités qu'on fait sur site en fait, c'est pas des sorties. C'est des activités sur lesquelles on appelle un prestataire à venir sur site. Donc nous payons les prestataires. Une partie la participation de la mairie et 10 ou 4 euros sur la participation de la famille. Est-ce que à chaque fois c'est le même prix à peu près ou pas du tout? Non, pas du tout en fait, c'est ça. Ça peut varier, ouais, tout à fait. C'est pour ça que je me dis que ça va être un petit peu compliqué, et puis le prix en fait par enfant est dépendant du nombre d'enfants et on ne connaît pas le nombre d'inscrits. Si je reprends les tarifs centre de loisirs par exemple à la journée, le Q6 il est à 20,46 €, pour les extérieurs on est au double, on est à 40,92 €. Si je prends le centre de loisirs à la demi-journée, pour le Q6, on est à 10,23 €. Pour l'extérieur, on est aussi au double, à 20,46 €. Donc moi, je vous proposerais que pour un extérieur, pour la partie fixe, on soit au double. C'est-à-dire que le tarif à la journée, il soit à 24 € et le tarif à la demi-journée, il soit à 12 €. Ça me semble cohérent, en fait. Et puis, ça a le mérite d'afficher le prix tout de suite et les familles savent où elles vont. Si tout le monde est d'accord, moi, je suis pas contre. D'accord, merci. Donc, merci si vous êtes tous d'accord. Par contre, donc les tarifs qui, eux, sont variables en fonction du quotient familial, effectivement, donc là, on a les Q1 à 30%, Q2 40%, comme vous l'a présenté Simonetta, et les extérieurs sont à 100%. Et là, c'est vraiment pour les sorties et c'est pas pour les interventions sur site. Juste une petite info, enfin une petite demande. Est-ce que les prix de repas sont inclus ou pas par oubli? Tu parles des repas, par exemple, en sortie. Non, une journée au centre journée loisir, centre de loisirs mercredi. Est-ce que dans ces prix-là, le repas est inclus ou pas? Au centre de loisirs, le repas est forcément inclus. Après, pour l'activité, si c'est une activité journée, je pense que le repas est inclus aussi. Alors, si c'est non, parce qu'on demande d'amener le pique-nique. Donc, sauf s'il y a les 6 € dont je vous ai parlé avant. Exemple, comme je disais, si on fait une sortie dans laquelle le repas doit être inclus, c'est 6 € additionnels. Sinon, on amène son propre sandwich, son propre pique-nique. Si je peux juste me permettre, c'est très différent entre le centre de loisirs où les enfants sont sur site avec un restaurant scolaire et font éventuellement des sorties dans la journée. Et s'ils sont en sortie dans la journée, le pique-nique est intégré aussi comme si c'était le repas du midi. Mais ils sont sur un site où il y a une restauration scolaire, alors qu'en fait, les jeunes qui sortent, c'est du ad hoc, ça peut être la matinée, l'après-midi, la journée entière, enfin c'est vraiment ad hoc, ils ne sont pas sur un établissement avec un restaurant scolaire, voilà. C'est pas pareil. Donc du coup, pour ce
soit clair. Donc, le tarif à la journée, donc, pour les enfants, si je prends par exemple le Q5, c'est 10 €. Et ensuite, c'est 6 € pour le repas si le repas est fourni. C'est ça? Exemple, oui, si on fait une soirée, une veillée avec barbecue, oui, voilà, on rajoute les 6 € pour le repas. Ok. Avec toutes ces précisions, je suppose que c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour ce travail parce qu'effectivement, c'est pas simple. Il y a tout un tas de possibilités qui existent. Mais l'objectif, c'est effectivement de rendre quand même globalement les tarifs plus attractifs pour avoir une participation qui remonte. Le point suivant concerne la rétrocession de la rue des Glaneuses. Donc la rue des Glaneuses, c'est une rue qui est pas très loin de l'école des Semailles. En fait, vous avez la rue des Labours, elle est perpendiculaire à la rue des Labours avant d'arriver au rond-point de la crèche. Donc c'est une rue une voie qui a été construite par l'ancien bailleur social au PHLM de Chelles, qui a réalisé 25 ans la résidence de 50 logements, 6 rue des Fenaisons dans la ZAC du centre. Initialement, la voie devait être rétrocédée à la ville, mais les différents transferts de propriété de cette opération ont retardé la transaction et je ne vous cache pas qu'après, le contact a été un petit peu perdu. On a eu à nouveau un lien avec Habitat 77, un échange avec une personne qui peut s'occuper de ce sujet il y a quelques semaines. Donc Habitat 77 ayant repris en main ce dossier, on leur a demandé de faire établir un document d'arpentage et de requérir l'avis des domaines. Il vous est proposé donc de m'autoriser à signer les documents relatifs à cette vente à l'euro symbolique, sachant que le vendeur réglera les frais de géomètre et la commune les frais de notaire. Donc en fait c'est juste une régularisation pour une rue qui n'était pas tombée dans le domaine public alors qu'elle aurait dû l'être il y a 25 ans. Ce qui nous permet, quand on intervient, notamment pour l'entretien, éventuellement des sujets d'eau ou autres, de le faire dans un cadre juridique qui correspond à la réalité. Une question. Oui, vas-y. Dans la rue des Glaneuses, il y a un parking qui appartient à l'OPH HLM. Est-ce que ce parking va être procédé à la ville ou il reste propriété de l'office? Alors, vous aviez des documents en annexe que tout le monde a bien sûr consultés et qui doivent répondre à la question. Alors, vous allez m'aider à rechercher les documents en annexe, je veux bien. C'est ici. Attends, est-ce que je faisais une recherche sur autre chose? Oui, c'est parce que... Vous avez ouvert, j'imagine, tous le plan, donc, qui était l'annexe du point 14. Donc en fait, on voit la rue des Glaneuses et le parking qui sont une parcelle de... En page 3 sur 5. Il y a la partie stationnement qui représente 25 places de stationnement. Donc moi, je ne dois pas être sur le même document que vous. Tu dis la page 3, c'est ça? Donc l'ensemble, le point 4, non?
L'ensemble présente 3 natures réelles, c'est ça? Oui. Donc une partie voirie qui sera associée à un transfert de charge à l'euro symbolique et une partie stationnement, ce qui représente 25 places de stationnement public en extérieur. Donc en fait, ça comprend la voirie et les 25 places de stationnement, si je comprends bien. Mais c'est pas précisé que c'est un euro, ça fait partie. Non, les places de parking, elles sont estimées à 130 000 euros. Je regarde. Ouais, la rue, c'est 1 euro symbolique. Oui. Et les parkings, c'est 130 000. Il faut comprendre que là-bas, effectivement, parce qu'en fait, à la fin, non, mais c'est pour la remutation. Ah non, le délivrance de la session à l'euro symbolique de l'ensemble. C'est pour une remutation. Ce sont les frais de notaire. Ouais, c'est ça. Le point 9. En train de lire, là j'en suis au 8, sauf si vous avez la totalité de la réponse. Juste après, c'est ça. Donc la cession à l'euro symbolique de l'ensemble, donc vous comprenez quoi, vous? Que c'est l'euro symbolique pour l'ensemble et qu'on doit payer des frais de notaire sur les places de parking. C'est ça. Alors, oui, Pourquoi ça coûte si cher? le problème, c'est que quand même depuis des années, les voitures ventoux sur cette partie. Bon, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que vu que ça n'a pas été vu en plénière et que c'est quand même un petit peu technique, on reporte le point au prochain conseil municipal, comme ça on pourra en débattre avec une carte sous les yeux, parce que là on est sur des parcelles triangulaires qui débordent un peu sur les places de stationnement qui sont sur la voirie. Donc je préférerais que les personnes qui se sont occupées du dossier nous présentent, sachant que ça attend depuis 25 ans et que ça peut probablement attendre 2 mois de plus. Ah bah, à partir de toute façon, nous l'entretien, on le fait déjà aujourd'hui en fait. Les voitures ventouses, on ne peut les retirer qu'à partir du moment où c'est du domaine public. Alors là, vous êtes en domaine privé, donc on ne peut pas intervenir. Parce que c'est très compliqué en fait pour un bailleur privé de retirer un véhicule ventouse. Alors qu'à partir du moment où il est dans le domaine public, c'est beaucoup plus simple. Et si tu parles dans ton micro, ça pourra apparaître au compte rendu. Là, ça fonctionne bien. Non, mais il y a plusieurs voitures. À l'heure actuelle, il y a 5 voitures épaves et qui ne sont même plus des épaves puisque ça sert aussi de stockage, etc. Donc, ça va être hyper compliqué de faire partir ces véhicules. Si les véhicules sont sur le domaine public, c'est au syndic de les faire partir. Oui, oui. S'ils sont sur le domaine, s'ils sont au domaine privé, c'est au syndic de les faire partir. S'ils sont sur le domaine public, en 7 jours, ils partent. Oui, mais sur le domaine privé, effectivement, à l'office des HLM, on a déjà fait des demandes. Il n'y a pas eu de suite, hein, ils ne font rien. Après, c'est à eux de faire le suivi avec le commissariat. En Oui. fait, là, la ville ne peut pas intervenir sur la Ils n'ont pas démarche. volonté de faire partir ces véhicules. Pardon? Ils n'ont pas grande volonté à s'en occuper. Peut-être qu'ils n'ont pas grande volonté, mais d'où l'intérêt peut-être à ce que ça retombe dans le domaine public, ce qui nous permettra d'agir. Effectivement. Mais il y aura un coût quand même qui va nous être appliqué. Le coût d'enlèvement des véhicules. Ah bah, le coût d'enlèvement des véhicules, non, c'est pour la personne quand elle récupère son véhicule, elle paie la fourrière. Ok. Et puis le véhicule a une carte grise.
Donc même s'ils ne viennent pas récupérer leur véhicule, ils sont facturés, il n'y a pas de coût pour la ville. Sauf que ça, tu vas payer 130 000 euros comme sous en point neuf, d'accord? Plus les frais de notaire et tout cela. Non? Ah, d'accord. Il y a que la partie juste au-dessus, 8.2, où c'est incompréhensible. En fait, c'est 0 € à l'euro symbolique. Mais les frais de mutation seront calculés sur une base de 130 000 euros. D'accord. Et les frais de mutation seront à la charge Avec l'acquéreur, normalement aussi. Ouais, attends. Il y a peut-être calcul à faire. Le vendeur règle les frais de géomètre et la commune les frais de notaire. D'accord. Donc du coup, on récupère la totalité de la parcelle, voirie plus place de stationnement pour 0 € et on aura juste à payer les frais de mutation sur la base de la valeur de 130 000 € pour les places de stationnement. Normalement, on récupère. Attends, une personne à la fois. Et tu allumes ton micro. J'avais allumé, mais comme tu m'as interrompu, j'ai. Elle l'a allumé. Donc, quand on récupère normalement un bien privé, il doit être remis en l'état préalablement. Donc, c'est des coûts aussi additionnels. Là, on considère que la voirie n'est pas en état. Non, de toute façon, oui, probablement. Enfin, à chaque fois qu'on a eu à reprendre des trucs privés, le préalable, c'est que ce soit en état. Oui, Parce que si après, on paye, on récupère, et il faut en plus faire des travaux, enfin, c'est à regarder. Après, Donc on organise. On sera peut-être contraint. Donc on organise déjà une visite sur place, on constate l'état de la voirie et des places de stationnement et on remettra le point au prochain conseil municipal. Est-ce que ça convient à tout le monde? Parfait, merci. Le point 15, donc les décisions du maire. Donc le premier concerne la fongibilité des crédits. Le second, donc c'est avec Webfleet Solutions pour le renouvellement donc d'un marché, un marché de 4 ans pour donc le suivi des véhicules, des services techniques et de la police municipale. Ensuite, une procédure avec la Caisse d'épargne pour le télépaiement donc sur les logiciels périscolaires jeunesse. Avec le groupe Trait d'Union donc pour les terrasses musicales. Avec le groupe Roquefort IDF, alors ça je pense que c'est un jeu de mots, Roquefort IDF, Run for Cover des terrasses musicales, Live One dans le cadre du Festival des Magnitudes, on va regarder de toute façon si on ajuste, mais bon, c'était quand même déplacé. Ensuite, c'est pour recevoir donc une subvention du Conseil régional d'Île-de-France pour le CAR, dans le cadre de l'aménagement de la ferme du Pré et de ses abords. Et à nouveau, donc, une décision de modificatif de chapitre à chapitre. Ensuite, un marché avec Apicom pour la maintenance du parc informatique de la ville. Avec l'association Captain Croche dans le cadre des terrasses musicales. Avec l'association Wolfstone Prod et pour le concert French Coffee qui a eu lieu le 14 juin. Un contrat de session de représentation avec l'association Enseigne pour le concert de Phase B qui aura lieu le 23 août. Avec il n'a pas lieu celui-là Dome Music Production pour les 2 concerts. Non, donc du coup celui-ci on ne le passera pas le point 34. Alors, il a peut-être été signé, c'est pour ça qu'en fait on vous demande de l'acter, mais en fait on va l'annuler. Ensuite, avec l'association Travel pour le concert Travel qui aura lieu le 9 août. Avec l'association TDL Production pour le concert Your Last Monday qui aura lieu le 30 août. Une demande de subvention donc, pour le CAR de 687 589 €. Oui.
Ensuite, un contrat avec l'association Le Studio des Petites pour le concert du 28 juin. Une demande au Conseil régional pour la revitalisation commerciale des commerces et EPCI en milieu rural pour les 2 commerces qu'on aura au rez-de-chaussée de la ferme du Pré. Un virement de chapitre à chapitre. Un marché avec FH Énergie pour la maintenance des dispositifs de vidéoprotection de la ville pour 250 000 €. Et voilà. Et en point divers, parce que là c'était simplement prendre acte des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. En point divers, on n'a pas de point particulier. Donc je vous propose de clore ce conseil municipal à 21h54. Merci à toutes et à tous.